Bonjour, bienvenue à la Piche du podcast présenté par Momenteo. Donc, on est déjà à la fin de notre saison 3 déjà. On a un invité tout spécial avec vous aujourd'hui. Eva est avec moi, encore une fois, parce que je préfère faire ça toute seule. Donc, comment ça va? Va toujours bien. Toujours bien, super. Donc, aujourd'hui, on vous présente, on va parler d'un sujet quand même super important, très d'actualité, super d'actualité toujours. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est prendre soin de sa santé mentale lorsqu'on est entrepreneur. Et avec nous, ce qu'on pourrait dire que tout le monde connaît un peu la santé mentale, du moins de plus en plus, mais on avait le goût de parler à un expert, quelqu'un qui connaît vraiment ça, qui en a fait son métier. Donc, on a la chance d'avoir Stéphane avec nous. Donc, Stéphane, qui es-tu et que fais-tu exactement? Alors, moi, c'est Stéphane Mignot, psychologue à Québec. J'ai 20 ans d'expérience comme psychothérapeute et puis je me définis de plus en plus comme un pédagogue qui porte un chapeau de psychologue. OK. Alors, mon plaisir, moi, c'est de partager des connaissances, informer les gens, éduquer et donner, partager, offrir des outils aussi. Alors, par les conférences, je peux aider plus de gens que dans un mode 1 à 1. Et peux-tu nous donner des exemples des conférences que tu as faites par le passé ou celles que tu as actuellement? J'en ai bâti une dizaine sur des sujets variés, sur le sommeil, une qui est très populaire qui s'appelle « Faire son bilan de santé émotionnelle », sur la gestion du stress et de l'anxiété. J'en ai une sur comment communiquer avec différents types de personnalités, la prévention des conflits, où je parle de communication non violente. Donc, une foule de sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Oui. Est-ce que tu en as un préféré? Est-ce qu'il y en a que tu es particulièrement fier? Je dirais... Je vais en nommer deux. La plus populaire, c'est faire son bilan de santé émotionnelle. Mm-hmm. Mais celle dont je suis le plus fier, c'est celle sur la résilience. OK. OK. Oh, Ouais. wow. Ça a été quand même un sujet très d'actualité encore dans les 4 dernières oui, années. Le concept est loin d'être démodé. Oui. Donc, pour ceux j'imagine qu'on peut jeter un petit coup d'œil sur ton site Internet pour aller retrouver la liste des formations et des conférences qui sont disponibles. stéphanemignaud.com. Super. On va revenir Tout aussi à la simple. fin. Mais parfait. Et du coup, d'où vient ton intérêt pour la psychologie? Est-ce que ça a commencé très tôt? Est-ce que ça s'est développé dans les études? Déjà, à l'adolescence, c'était déjà présent comme intérêt. Et puis, anecdote, là, je pense que là où l'idée de devenir psychologue a germé, c'est à l'âge de à peu près 15 ans, 14-15 ans, en tout cas secondaire 3. L'étudiante qui était à côté de moi, je la connaissais depuis au moins 2 ans. Puis l'année d'avant, les années précédentes, c'était une première de classe. Puis là, on est dans le cours de mathématiques. Je compte ça rapidement. Cours de mathématiques secondaire 3. Et puis là, le premier examen, une note très basse qui est un peu inhabituelle parce que d'habitude, elle a des bonnes notes dans toutes les matières. Fait que là, je fais part de mon observation. Et c'est là qu'elle me parle de sa situation, de ses parents qui venaient de se séparer, ses difficultés relationnelles avec sa mère, son frère qui tombait ses nerfs, Puis j'ai bien aimé cette expérience-là de recevoir toutes ces confidences et l'idée de devenir psychologue a germé à ce moment-là. Est-ce que c'était par curiosité que tu l'as abordé? C'est quoi qui a communiqué à la petite... c'était l'étonnement. Voyons, comment ça, donc? D'habitude, c'est une première, elle a c'est elle qui a les meilleures notes, puis là, tout d'un coup, oups, 70%. Là, j'ai dit, oh, il y a quoi d'inhabituel. Et c'est vrai que c'est plus, tu disais, c'est peut-être plus chapeau, en plus psychiatre, du coup, ou psychologie? Moi, je suis psychologue, pas psychiatre. Okay. Qu'est-ce qui t'a fait justement choisir parmi psychologue et pas un autre dérivé? Je connais pas bien la différence, désolée. Entre tous les termes qu'il y a dans psychologie, psychiatre. Psychiatre, ça m'a pas effleuré l'esprit du tout. C'était vraiment psychologue, où on fait de la psychothérapie. Alors que les psychiatres, il y en a qui font, de la psychothérapie, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils vont s'occuper beaucoup de la médication. Nous, on prescrit pas de médicaments. Aucun. C'est ça. C'est vrai qu'il y a tellement de différences. Tu sais, quand on regarde justement sur l'assurance maladie ou des choses comme ça, là, je me dis, mon Dieu, il y en a tellement qu'on ne sait pas forcément. C'est qui le bon professionnel? C'est ça. Bon. Je sais que tu n'es plus activement psychologue où tu rencontres des clients, mais quand même, tu as un immense bagage. Donc, la psychothérapie, en tout cas, au moment où on se parle, j'ai cessé la pratique au bout de 20 ans. Et là, ma mission, c'est de continuer de donner des conférences, faire de la prévention, continuer de donner de la formation et d'autres projets d'écriture, publier aussi sur les réseaux sociaux pour informer les gens, éduquer. C'est un petit peu là les projets actuels et à venir. Oui.
Puis, c'est ça, en lien, qu'est-ce que tu vois? Bon, là, on est en 2024, on est actuellement en avril, là, si je ne me trompe pas. Oui, on est en avril. C'est bon, on est passé. Quand on enregistre le tout. Il y a différents, je ne sais pas si on peut appeler ça un mot, un mal, mais différents... Les troubles de santé psychologique. On va dire troubles, ça va être le mot parfait. Je ne voulais pas dire problème parce que ce n'est pas nécessairement un problème. On parle beaucoup d'anxiété. Certains vont avoir des syndromes de l'imposteur. L'épuisement professionnel, ça revient. Mais toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu vois le plus, que ce soit un travailleur autonome, qu'est-ce que tu vois ces temps-ci? Qu'est-ce qui semble ressurgir? Quels sont les troubles que peut-être les gens pensent que c'est pas peu commun, mais finalement, ça touche plus de monde qu'on pourrait penser? Ben, dans les motifs dans les motifs courants, il y a l'anxiété généralisée, l'épuisement, troubles de stress post-traumatique, des deuils non résolus. Ensuite, des fois, c'est ça, c'est pas nécessairement, la personne n'est pas en stress post-traumatique, mais il reste quand même des mauvais souvenirs. Puis, dans le présent, il y a des déclencheurs, ça ravive des mauvais souvenirs. Fait qu'il reste des petites choses qui sont pas réglées en dedans de soi par rapport à des événements du passé. Mais les troubles de la famille, les troubles anxieux, là, c'est quand même assez courant, pas juste dans mon bureau, mais dans le bureau de mes autres collègues. Puis, justement... oui, je me dis... Je lance la perche. Et en fait, justement, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, si on se rend compte que ça commence à aller mal? Les premiers conseils, entre guillemets, peut-être avant juste de consulter, qu'est-ce qu'on peut se dire? OK, je pourrais faire ça déjà pour m'aider. Oui, alors c'est sûr que j'encourage à consulter, à aller chercher de l'aide, et puis oui, on peut faire un bout de chemin par soi-même, là, mais c'est sûr que j'encourage fortement les gens à aller chercher de l'aide pour avoir un accompagnement, une personne extérieure, objective, impartiale, qui peuvent aider à faire voir des angles morts, des choses qu'on n'a pas vues, à nous accompagner dans la réflexion, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est un gros plus. Mais sinon, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Écoutez, si j'avais une suggestion, recommandation à faire, tantôt, je pourrais vous donner d'autres trucs et astuces, mais c'est de faire un bilan de ce que j'appelle les dépôts puis les retraits. OK. Alors, l'énergie, on peut comparer ça à un compte bancaire. Il y a des retraits, des choses qui nous tirent de l'énergie, qui nous en exigent, puis il y a des choses qui nous en apportent. Fait que de faire la liste des retraits, la liste des dépôts. Idéalement, il faut avoir plus de dépôts qu'il y ait plus de dépôts que de retraits, sinon on se retrouve dans le rouge. Et là, si on se rend compte que, il y a beaucoup, beaucoup de retraits, pas assez de dépôts, là, c'est de voir comment je peux faire pour augmenter les dépôts. Quel retrait je peux gérer? Est-ce qu'il y a des choses des stresseurs que je peux éliminer, des retraits que je peux éliminer? Certains oui, certains non. Comment je peux mieux composer avec certains retraits? Puis, au besoin, je vais chercher de l'aide. Et pour ce qui est des dépôts, bien, de prévoir, qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Et ça peut prendre toutes sortes de formes, les dépôts. Activités sociales, loisirs, relaxation, ça peut être des loisirs un peu plus passifs comme écouter une émission, une série, des loisirs un peu plus actifs qui exigent des habiletés comme jouer d'un instrument de musique, faire un sport d'équipe, jouer d'un instrument de musique qui va exiger une habileté physique ou intellectuelle ou un peu des deux. Grosso modo, c'est ça, mais je vais avoir plein de choses d'autres à proposer tantôt. Puis, est-ce que tu aurais des suggestions? Comment on peut mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Parce que des fois, on peut sentir comme un mal-être, mais sans savoir pourquoi. On va se dire, ça va passer, c'est la température, c'est le mois de novembre. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider à dire, il y a peut-être quelque chose de plus qu'une dépression saisonnière? Ou est-ce qu'il y a des petits signes qui peuvent aider les gens à dire, OK, non, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas? Oui, du coup, il faudrait consulter justement, faire quelque chose et pas se dire, on verra dans 3 mois. Oui, mais il y a l'intensité de la souffrance, de la détresse. C'est de la durée aussi de cette souffrance et de cette détresse-là dans le temps. Et puis, l'autre question aussi à se poser, c'est est-ce que ce que je vis comme difficulté émotionnelle a des impacts sur une ou plusieurs sphères de vie? OK, c'est intéressant. Et si ça affecte plusieurs sphères de vie, raison de plus d'aller chercher de l'aide. OK, donc ne pas attendre dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas rond. Pas fonctionner, pas rond, j'aime pas de cette expression-là, mais
justement... Des signes, certains signes, certains indices. Justement, quand ça a un impact négatif. Puis pas comparer sa souffrance à celle des autres. Ah non, il y en a qui souffrent plus que moi, je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre qui aurait plus besoin. Moi, je dirais, vous avez besoin, vous avez une certaine souffrance. Puis le pire qui va arriver, c'est que le suivi ne durera pas longtemps. Puis, et ça, vous allez aller chercher des outils, ce qui va aider à prévenir une détérioration de votre état. Puis, fait qu'on on se compare pas. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est toujours mieux d'aller à la base, tu sais, aller régler, même si on pense que c'est petit, justement, aller le régler à la base, ça va être plus facile à régler que si c'est un gros immense bagage, que ça fait des années qu'on traîne, puis que ça va être beaucoup plus de travail sur soi-même d'aller régler. Ça peut éviter une détérioration de notre état psychologique et puis une détérioration aussi de la situation actuelle. Non, super intéressant. Puis, on continue à rentrer vivement dans le sujet. Comment on peut prendre soin de sa santé mentale en 2024? Avec toute vos vies. Ouais. Il y a l'inflation, il y a pas de place en garderie. On parle de tout. Il semble que tout est anxiogène. Anxiogène, exactement. C'est ça, comment qu'on peut faire pour prendre réussir à sortir la tête hors de l'eau dans notre environnement qui va si vite puis qu'on dirait qu'il pas propice à une bonne santé mentale des fois? Est-ce que tu as quelques petites astuces? Oui. En fait, les trucs que je vais vous proposer, en fait, c'est pas mal, je vais vous avouer, un rappel de principes fondamentaux qui ont besoin d'être répétés. On les sait, mais est-ce qu'on les applique? Pas toujours. C'est le fun de se les faire rappeler. Alors, je ne prétends pas arriver avec quelque chose de révolutionnaire et de complètement nouveau, mais c'est des principes fondamentaux, éprouvés. Donc, j'irai d'abord avec les saines habitudes de vie. Okay. Donc, la base, bien se nourrir. On a maintenant un nouveau guide alimentaire canadien 2019 qui est plus simple, à mon avis, que l'ancien. Okay. Fait que ça peut être un bon guide. Au besoin, on va consulter des nutritionnistes. Donc, bien se nourrir, ensuite bouger. Les recommandations canadiennes, 150 minutes par semaine qu'on peut répartir un peu comme on veut. Au besoin, il y a des kinésiologues qui peuvent nous accompagner pour un plan de mise en forme sur mesure. Alors, l'activité physique qui peut aider à réduire les symptômes dépressifs, prévenir un épisode de dépression, effectivement, nous aider à gérer la réponse de stress. Donc, il y a beaucoup de vertus à quelque chose qui est accessible. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir une prescription de mon médecin. Je peux, à moins que j'ai des conditions, là, je sais pas, des problèmes sévères au genou, mais je peux enfiler mes chaussures et aller marcher, faire une activité physique que j'aime. Si on prend une activité physique qu'on n'aime pas, on risque de ne pas persévérer dans le temps. C'est sûr. Puis j'ai remarqué aussi, je fais des petites marches des fois en finissant de travailler. Puis souvent, je finis de travailler, je dis, je suis trop fatiguée pour aller marcher, puis tout. Mais juste me promener, je mets même pas de musique, rien. Je reviens, je suis tellement de meilleure humeur, je sens que je respire mieux, je sens que ma tête est aérée, puis je fais comme, finalement, ça vaut la peine de sortir. Même si c'est 20 minutes par jour, ça fait tellement de grande différence. Tout à fait. Tout à fait. 20 minutes peut amener déjà des bienfaits. Des fois, on n'a pas beaucoup d'énergie, fait qu'on fait une marche décontractée. Puis des fois, en se mettant en mouvement, l'énergie circule. Puis là, on peut augmenter un peu la cadence pour finir notre marche. On revient à la maison, puis on est fiers de soi. Oui, c'est fou. Puis surtout quand on reste à la maison, on fait du télétravail ou on ne ressort pas, on parle avec peu de personnes. Juste le fait d'être dehors, de voir d'autres êtres humains, ça fait du bien. Oui, c'est sûr, pour combattre un petit peu la sédentarité. Là, de plus en plus, on se rend compte que la sédentarité, c'est pas bon pour la santé. On le savait, mais ça se confirme là, maintenant. Oui. Donc, changer d'air, lutter contre la sédentarité, impliquer le corps, travailler beaucoup de la tête, donc de faire bouger le corps. Avec une belle avenue, l'activité physique et puis une bonne hygiène du sommeil. Se coucher à une heure qui nous convient, là, mais s'assurer d'aller chercher un certain nombre d'heures de sommeil là, dont on a besoin pour se sentir bien. Et dans l'heure qui précède le coucher, c'est plus le temps de gérer des dossiers, de gérer des courriels. Vraiment, ça, là, si j'avais, concernant le sommeil, un conseil à donner, la dernière heure avant de se coucher, c'est un moment pour décompresser, relaxer, se détendre pour une bonne nuit de sommeil. Ça permet de refaire ses énergies pour le lendemain. Puis Dieu sait qu'on a besoin d'énergie. Oui. On a besoin de mémoire, on a besoin de concentration et le sommeil contribue à ça. C'est une bonne clé. C'est un bon, puis pour notre stabilité émotionnelle, le sommeil, c'est un peu un reset. Une bonne nuit de sommeil va permettre de se réveiller bien puis de mieux gérer
stress et anxiété puis ses émotions. On entend quand même souvent, justement, le fait... En fait, je pensais que tu allais dire, justement, 1 heure avant, couper tous les écrans. Je pensais pas que tu allais dire, genre, tu sais, décompresser, mais aussi éteindre les écrans, ouais. C'est ça. Moi, je me suis dit, ça va être les écrans, c'est sûr, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Faut que le tout à fait d'accord. Cellulaire, tablette, ordinateur, la lumière vive interrompt la sécrétion de mélatonine. Fait qu'on on se rend pas service. Fait qu'il y avait les saines habitudes de vie. Autre chose, s'assurer d'avoir un équilibre dans ses sphères de vie. OK. Fait que si on se rend compte qu'on met on investit beaucoup ou presque, beaucoup trop dans le travail, les autres sphères peuvent être négligées, mais sont importantes pour notre équilibre mental. Alors, s'assurer, OK, est-ce que j'ai planifié des activités sociales, de loisirs dans ma semaine? Est-ce que j'ai prévu du temps pour le sport, pour me changer les idées? S'assurer, c'est ça, d'avoir un équilibre dans les sphères de vie. Donc, autre conseil. Le troisième, une bonne planification. Puis je me suis rendu compte, si je me prends comme exemple, quand je regarde dans les dernières années, des moments où j'ai vécu des stress plus marqués, il y a eu un petit problème de planification. C'est-à-dire, j'en ai trop entrepris, il y a des engagements que j'aurais pas dû prendre et pour pas me retrouver submergé, surchargé. Fait que la planification, moi, en tout cas, j'y crois. Là, une bonne planification. En vieillissant, on gagne de la sagesse, puis on prévoit le coup. Puis là, de plus en plus, je me dis, non, ça, je vais attendre. Je vais prendre cet engagement-là, mais dans 2 mois, ou ça va aller à l'automne, ou ça va aller à la saison prochaine. On essaie de pas trop en entreprendre parce qu'on sous-estime parfois le temps que ça va prendre de préparer telle chose, de gérer tel dossier, tout ça. Donc, une bonne planification. Oui, ça, c'est vraiment ce qu'on dit. C'est pour à chaque fois. Limite, j'ai l'impression, à chaque podcast, on dit refusez un projet, vous avez le droit. C'est pas bien grave, vous pouvez le faire. Apprendre à dire non. Dites non. Je pense qu'en vieillissant, on apprend à le faire. Moi, je l'ai appris dans mon cadre professionnel. Non, on dit pas non à tout, mais je pense que ça reste d'apprendre à dire non puis de reconnaître ses limites. C'est la prochaine dont j'allais vous parler. Dire non, mettre ses limites. Sinon, si on dit oui à tout le monde, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve débordé, surchargé, puis on est plus bien finalement. Puis on peut être insatisfait, frustré, sans vouloir à soi ou être fâché contre la personne à qui on a dit oui. On rend pas service à personne. Mais justement, est-ce que tu aurais un conseil? J'avoue, je sais pas. Moi, parfois j'ai un peu peur. Là. C'est justement le FOMO, là, le Fear of Missing Out. La peur de manquer quelque chose, justement, si on dit non. Genre, est-ce que tu aurais, je sais pas, un conseil justement pour tous ces gens qui se disent bah ouais, mais il faudrait que je dise oui parce que ça va peut-être être l'opportunité de ma vie que je suis en train de manquer là, si je fais pas ça. Comment on fait pour se dire ok, non, je fais pas ça. Ça va revenir, c'est cyclique aussi. Je pense qu'on a tout le temps. Il va y avoir d'autres opportunités dans la vie. Il faut peut-être avoir cette confiance-là. Je réponds à la place de Stéphane. C'est juste mon petit Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, oui. Le contraire de la peur, là, si on y pense bien, le contraire de la peur, c'est la confiance. Là où il y a de la peur, il y a une baisse de confiance. Là où il y a beaucoup de confiance, il y a moins de peur. C'est comme un peu comme des vases là, communicants, là, où quand il y en a un qui prend plus de place, l'autre en prend moins. Donc, faire confiance à la vie, façon de parler, qu'il y aura d'autres opportunités, qu'on pourra provoquer ces opportunités-là. Puis, se rappeler, c'est quoi mes priorités? C'est ma santé, équilibre de vie, équilibre travail, vie privée. Et pour ces raisons-là, je vais accepter de laisser passer cette chance-là, cette occasion-là. Il y en aura d'autres. Mais se rappeler le pourquoi on dit non. Oui. Pour sa santé, parce que la famille, c'est la priorité. Qu'on n'a tout simplement pas le temps. Ou ça va empiéter sur toutes les sphères. Après, du coup, non, la santé, notre bien-être psychologique. Est-ce que si j'accepte ça, je vais me sentir comment? Je vais être stressée, je ne serai pas bien. Est-ce que je vais être capable de livrer aussi bien que si j'avais été dans un meilleur moment pour offrir le travail parce que tu n'es pas satisfait de ton travail, ensuite ton client est comme mitigé par ce que tu fais. Donc, il peut y avoir peut-être des petites conséquences aussi insoupçonnées à peut-être dépasser ses limites ou qu'est-ce qui est raisonnable pour une certaine personne. Ouais. Tout à fait. On fait de la philosophie ce matin, cet après-midi. Oui, c'est rare, mais c'est l'après-midi. Fait que déléguer, c'était effectivement ma 4e recommandation. Et la 5e, je trouve qu'elle est sous-utilisée. Ouais, allez-y. Qui était
c'était valide il y a 20 ans, 30 ans, ça va l'être encore dans 20 ans, c'est d'apprendre à déléguer. Soit au travail, certaines tâches. Par exemple, moi, j'ai une adjointe virtuelle à qui je délègue certaines tâches pour alléger ma charge mentale, si on veut. Et puis, donc, soit déléguer dans la sphère du travail et ou dans la vie privée. Fait qu'il y a des gens qui vont déléguer le déneigement, déléguer le ménage, déléguer certaines... avec les cookits et compagnie. Oui, la cuisine, faire les courses. Exactement. Fait que faire l'inventaire de toutes nos tâches, puis lesquelles je pourrais déléguer. C'est sûr que là, on va me dire, premier argument contre, mais ça va me coûter des sous. C'est ça. OK, ça va coûter des sous. En même temps, si ça vous dégage du temps pour être davantage dans votre zone de génie, puis qu'au final, ça vous permet de, je sais pas, entreprendre un petit peu plus de contrats qui amènent plus de revenus, peut-être qu'au final, c'est un bon investissement. Oui. Mais là, bon, c'est à vous de voir, de faire des calculs avec quelqu'un qui se connaît là, en calcul là, comme mathématique. Ça vaut-tu l'investissement ou finalement, pas vraiment? Bon, bref, ça exige une certaine réflexion mathématique, mais sinon, ça reste quand même une stratégie envisager sérieusement déléguer. Moi, en tout cas, je suis très heureux de voir une adjointe virtuelle. Je pense pas forcément à l'argent, au problème d'argent en premier. Je pense à l'expression « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » et que c'est pour ça que parfois c'est problématique de déléguer. C'est pas souvent. Puis des fois, c'est pas vrai. Parfois, c'est pas vrai, mais on se dit « oh, bah ça sera mieux fait ». De toute façon, je connais, donc je sais comment ça marche. Et du coup, moi, c'est plus ça qui à mon avis, peut m'empêcher de déléguer les choses, c'est que je me dis, ça va me prendre 10 minutes à le faire, je peux le faire, là, c'est pas bien grave. Mais c'est un bon exemple, c'est genre, je dis, je vais faire ma tenue de livre moi-même, c'est long, vu que t'es pas spécialisé là-dedans, ça te prend 3 fois plus de temps que prévu, tu peux faire des erreurs, puis pendant ce temps-là, puis en plus, t'étais ça pour mourir, puisque c'est pas ta tasse de thé, pour te rendre compte que, hey, tu donnes ça à une technicienne comptable, elle va te faire ça, oui, tu vas elle va avoir du fun. Avoir du fun. Puis pendant ce temps-là, toi, tu vas pouvoir te concentrer sur qu'est-ce que tu fais de mieux. Donc, tout le monde est content. Puis il y a moins de chances d'erreur. Donc, moins de stress, moins de problèmes. Moi, je considère que c'est une avenue à envisager sérieusement. Oui. Puis dans le cas de mon adjointe, je lui fais confiance. Là. Elle a gagné ma confiance et puis ça va super bien. Puis ça se peut que certaines personnes aient un petit peu de misère à faire confiance. Là. Ça va-tu être aussi bien, ça va-tu être fait à la hauteur de mes standards? Oui. Donc, c'est un défi pour certaines personnes de faire confiance. Voyez-vous, commencer avec une petite tâche, essayer de voir comment ça se passe. Après, avec le temps, d'apprendre à aimer déléguer, apprendre aussi à déléguer, mais aussi apprendre à aimer à déléguer à autrui. Je me rappelle d'une personne qui avait délégué le ménage, puis les 2 premières fois que la femme de ménage avait engagé une dame, là, les 2 premières fois, elle trouvait ça, je suis pas à l'aise, j'aime pas ça, une étrangère dans mes affaires. Chez nous, c'est et très rapidement, il a pris goût. Et maintenant, elle ne veut plus revenir en arrière. C'est ça. Il faut se donner le temps d'apprivoiser ça. Il y a une phase inconfortable. Puis après ça, on apprend à travailler ensemble. On s'ajuste, une phase d'ajustement. Puis après ça, on a les avantages, les bénéfices. C'est vrai. C'est vrai. Il faut penser à ça. J'ai pensé à ça. Voilà, ça c'est un peu mon trope. Genre, on me dit, je vais faire ça. Je vais travailler là-dessus. Et est-ce que tu aurais des petites ressources à donner peut-être aux gens justement, donc tu parlais des formations par exemple, mais est-ce que tu penses à d'autres ressources que les gens pourraient consulter quand ils en ont besoin ou quand qui pourraient se faire aider ou qui sont en recherche de réponses par rapport à des questions justement comme on disait la confiance ou c'est ça, si tu as des petites ressources, que ce soit des sites internet. Oui, j'aurais 2 livres, deux livres de qualité à vous recommander. Le premier, c'est sur la gestion du stress et de l'anxiété, surtout de l'anxiété, écrit par Sylvie Rousseau. Psychologue, elle a écrit « Cessez de nourrir votre tigre, ne laissez plus l'anxiété diriger votre vie ». D'accord. Très, très bien fait. Je l'ai lu là, attentivement, puis vraiment bien vulgarisé. Elle écrit pour le grand public, pour monsieur, madame, tout le monde. Ensuite, l'autre livre en matière de gestion du stress, c'est le livre écrit par Sonia Lupien, Par amour du stress. D'accord. Il y a eu plusieurs mises à jour, des versions enrichies, augmentées, tout ça. Alors, je vous encourage à acheter la version la plus récente. C'est intéressant, c'est 2 livres qui sont québécois, si je ne me trompe pas. Oui.
Donc, 2 ressources aussi qui sont peut-être plus proches. Parce qu'on sait, des fois, les Québécois, on est un peu spéciaux. Ah oui, oui, on est spéciaux. Ah bon? Oui, ben des fois, on peut avoir des comportements légèrement différents que, par exemple, un Américain ou un Français. Donc, on est un drôle de bébite, comme certains disent. Donc, c'est le fun que ce soit 2 auteurs d'ici qui nous présentent des solutions, des pistes. Donc, c'est intéressant. Puis, on en a parlé un petit peu tantôt. As-tu des projets pour 2024? Je sais que tu as commencé 2024 en grand, mais parle-nous de qu'est-ce qui s'en vient pour toi. En fait, c'est continuer d'animer des conférences, de la formation pour les professionnels de la santé mentale, ce que je fais déjà depuis quelques années, offrir de la supervision et continuer de publier sur les réseaux sociaux. Et j'ai un projet de livre, mais je garde ça pour 2025. C'est correct. Apprendre à dire non puis à reporter. Fait que pour cette année, pour 2024, j'attends un petit peu pour un plus gros projet d'écriture. Et en 2024, ce que je souhaite faire, c'est promouvoir mon livre qui est sorti en 2024. Sympathique, comment communiquer avec les 16 types de personnalités. Le faire connaître. Bientôt, je vais aller au Salon du Livre. Puis, je veux, en faire la promotion, le faire connaître. Est-ce que tu peux nous résumer, si tu veux le résumer en 30 secondes, de quoi ça parle? Alors, je présente en fait la théorie des types psychologiques, où on dit qu'il y a 4 dimensions dans la personnalité. Premièrement, la direction de l'attention, où l'on parle de 2 polarités, introversion et extraversion. Ensuite, comment on perçoit. On est soit sensoriel ou on a une préférence pour l'intuition. Ensuite, la façon de prendre des décisions. Certains sont plus ce qu'on dit thinking, d'autres plus feeling. Puis le style de vie. Certains sont plus organisés, planifiés, structurés. D'autres aiment suivre le courant, s'adapter. Une bonne capacité d'improvisation. Aiment la flexibilité, la spontanéité. Fait qu'on a 2 styles. Et on a en général une préférence pour un côté plus que l'autre. Il y en a qui sont un petit peu au milieu. Fait que c'est tout ça que je décris grâce à des personnages. 8 personnages qui viennent vraiment illustrer ces 8 polarités-là. Donc, sympathique. Donc, c'est quand même facile à se rappeler si vous voulez le croiser en librairie. Aux éditions, chez Septembre Éditeur. C'est parfait. Bien, à noter. Donc, je pense que c'est une super lecture, surtout si vous voulez en savoir plus sur votre propre personnalité, mais aussi pour celle autour de vous. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, tu disais, donc, il y a le site Internet, et puis après, les réseaux sociaux, c'est Facebook, LinkedIn. Je publie régulièrement sur LinkedIn. OK. Aussi sur Facebook et sur Instagram. Ouais. Il y a mon site Internet, www.stéphanemignot.com. Ensuite, au besoin par courriel, sur ma page, sur mon site Internet, il y a une page contact. Et, mon Dieu, quoi d'autre? J'avais... ça fait pas mal de tours, des moyens de me contacter. Est-ce que tu as une infolettre si on s'inscrit? J'ai une infolettre, oui. J'envoie. Pour l'instant, ma moyenne annuelle, c'est à peu près 4-5 infolettres. Donc, c'est loin d'être exagéré sur des sujets très variés. Bien. Parfait. Hey, Stéphane, un immense merci de t'être déplacé, d'avoir discuté avec nous. Aujourd'hui, ça fait déjà presque 30 minutes qu'on discute. Mon Dieu, on dirait que ça a duré 5 minutes. Oui, je sais, c'est ça qu'on veut lorsqu'on fait un épisode. Donc, dernier épisode de notre saison 3 de La Piche-Tu. Est-ce qu'il y aura une saison 4? On verra. On va peut-être devoir prendre une pause à suivre, à voir. Parce qu'une des présentatrices va partir en congé de maternité bientôt, malheureusement. Mais on se tient ça au courant. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux du côté de Momentéo. Donc, merci Stéphane d'avoir été là. Emma, merci beaucoup d'être là chaque épisode. Tu as un dernier mot? Non, c'est quoi ça comme question? Je me dis, oh mon Dieu, c'est quoi? À part prenez soin de vous et n'hésitez pas à tout simplement déléguer. Faites attention à votre santé mentale. Et n'hésitez pas à consulter si besoin. Là. Oui, c'est vraiment juste, faites-le. Là. Oui. Puis c'est pas parce que vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome que vous pouvez pas être en épuisant professionnel aussi. Il y en a qui pensent, mais c'est à cause que j'adore ce que je fais. Tout le monde peut avoir des troubles de santé mentale. Consultez, vérifiez. Vous n'êtes pas à l'abri. Donc, faites attention à vous. Parce que sans vous, vous n'avez pas de compagnie. Ouais, donc, vous êtes la base. Prenez soin de vous. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient essayer Momentéo ou qui utilisent déjà Momentéo, vous pouvez toujours utiliser le code podcast PODCAST pour avoir un 15% de rabais sur les abonnements. Sinon, on se revoit peut-être pour une saison 4. Merci beaucoup et merci énormément de nous avoir suivis tout au long de ces épisodes.